Sur cette guillotine qui était installée donc place du Trône, dite renversée à ce moment-là, comme je vous l'ai dit, qui va devenir dans un premier temps la place de la Nation, et très exactement la place de l'île de la Réunion. Donc, les charrettes venant de la conciergerie arrivaient donc sur cette place, on guillotinait les gens, et quelquefois beaucoup de gens, puisqu'on a guillotiné en un petit peu plus d'une heure et demie 71 personnes. Donc ça allait très vite. Et donc les gens étaient jetés dans des tombereaux peints en rouge munis de feuilles de plomb, de façon à ce que le sang qui s'évacuait évidemment de ces corps ne coule pas le long du trajet. Donc on changeait de moyens de transport, si vous voulez, il ne s'agissait plus de charrettes, mais de tombereaux peints en rouge. Et donc qui prenaient comme trajet l'actuel boulevard de Picpus, allait jusqu'à la place Courteline et remontait un petit peu dans l'avenue de Saint-Mandé et entrait par la porte charretière que nous allons aller voir. Donc, par cette porte charretière, on entrait souvent de nuit. Les corps étaient déchargés, évidemment, sur un emplacement. Et puis là, les fossoyeurs étaient chargés de déshabiller ces corps tronqués, puisque tout simplement payés avec les vêtements des guillotinés. Voilà. Alors, on ne sait pas, après, on ne sait pas très bien comment étaient emmenés les corps dans les fosses communes. Est-ce qu'ils étaient tirés? Est-ce qu'ils étaient emmenés sur une espèce de brouette? Mais tout ce qu'on sait, c'est qu'après, on les jetait dans cette fosse et que d'autres fossoyeurs allaient soigneusement ranger les corps de façon à tasser les corps. Puisqu'en fait, on sait que 1306 personnes ont été mises là, mais on sait aussi que si Robespierre n'avait pas été arrêté et exécuté le 10 Thermidor, eh bien, on avait prévu mettre ici plus de 6000 personnes. Je m'appelle Philippe de Noailles, c'est le nom de famille, et je suis le duc de Mouchy, qui est le titre de la branche cadette de la famille Noailles. En tant que tel, on peut dire, j'ai affaire avec Picpus parce que le géniteur, si je puis dire, de la branche cadette de la famille Noailles était Philippe de Noailles et qui est devenu duc de Mouchy. Et c'est lui qui, avec sa femme, repose dans une des deux fosses communes. Il avait 80 ans, ce qui à l'époque était extrêmement vieux. Sa femme avait à peu près le même âge. Et il a été guillotiné, ça montre qu'on guillotinait. On a commencé par guillotiner les nobles, soi-disant les opprimants, etc., etc. Ça n'a pas duré longtemps. Après ça, on s'est jeté à guillotiner le voisin, la voisine et le monsieur qui tenait le magasin d'en face, enfin, comme toutes les révolutions. Pourquoi mon ancêtre a-t-il été guillotiné? Mon ancêtre était originaire de Cahors, qui est une ville du Lot, de la région du Lot. Il était magistrat, il occupait de hautes fonctions. Il était aussi un chrétien et un catholique fervent. Or, en 1790, les prêtres ont été obligés de prêter serment à ce qu'on a appelé la constitution civile du clergé, qui avait été promulguée par le gouvernement révolutionnaire. Et une partie des prêtres a accepté de prêter ce serment, on les a appelés les prêtres constitutionnels, et une autre partie a refusé, estimant que ça n'était pas possible, qu'ils préféraient rester fidèles à l'Église de Rome, et sont devenus ce qu'on a appelé des prêtres réfractaires. Or, mon ancêtre a voulu exiger pour la ville de Cahors une église où on pourrait assister à des messes célébrées par ces prêtres-là. Alors évidemment, il a tout de suite était dans la ligne de mire du gouvernement. On l'a tout de suite arrêté, on l'a interrogé. Je savais que j'avais un ancêtre guillotiné qui était enterré quelque part à Paris, dans ce qu'on appelait le carré des suppliciés. Le carré des suppliciés, c'était un mot qui me fascinait. Je savais qu'il fallait que je prie pour cet ancêtre qui était enterré.
Et j'imaginais, je ne sais pas quoi, moi, un carré de légumes, un carré de salade. Je n'arrivais absolument pas à comprendre ce que ça signifiait. Et puis un jour, mon père m'a emmenée à Picpus et à cette fameuse messe à laquelle nous assistons pour prier pour nos ancêtres. Et la messe est le soir. Et c'est après la messe que nous allons aux fosses pour bénir les tombes. Quand je suis arrivée, il faisait nuit, donc j'ai simplement vu la porte ouverte et je n'ai pas très bien... Je me suis dit, ben oui, effectivement, ça a l'air d'un carré. Je n'arrive pas bien à voir, ce n'est que plus tard que je suis revenue de jour et que j'ai vu quel était vraiment le cimetière. Peu de temps après la Révolution, la princesse de Salm lançait une cotisation pour racheter ce bout de pâture dans lequel il y avait les tombes des 1800, des 1300 victimes de la... Tout le monde a cotisé, beaucoup de gens ont cotisé ça, et ça s'est transformé ultérieurement, un peu plus tard, dans une société immobilière de 12 actionnaires. De 12 actionnaires qui possèdent donc ce terrain qui fait 2 hectares et quelque chose. Cette pièce, ce bâtiment, appartient à la congrégation religieuse qui entretiennent le jardin et qui, jusqu'à peu de temps, avait le devoir de garder une sœur en habit qui priait jour et nuit. Elle était habillée de rouge, écarlate, elle était superbe. Il y en avait toujours une qui priait jour et nuit pour les morts, les morts ensevelis dans les fosses communes. Nous sommes ici dans le transept de la chapelle qui a été construite en 1840. Nous voyons devant et derrière moi les plaques qui ont été posées dans les années 1841 et qui comportent tous les noms des gens qui ont été guillotinés du 26 prairial au 9 Thermidor, ce qui donne pour nous 14 juin, 27 juillet. Les listes de ces gens qui ont été relevés au tribunal révolutionnaire ne sont pas par liste alphabétique, mais par jour d'exécution. Et donc, ça commence le 14 juin 1794 en haut à gauche, et ça se termine derrière moi le 27 juillet en bas à droite. Comme nous pouvons le remarquer, il y a beaucoup de professions ordinaires, et en réalité, très exactement, 60% de gens du peuple. Nous voyons beaucoup de petites professions, des gardes-chasse, des épingliers, des bibliothécaires, des fabricants de baleines, etc. Et puis nous avons aussi dans ce groupe 23 Vendéens, dont j'ai 2 ancêtres qui ont été guillotinés, la mère de 60 ans et la fille de 18 ans. On a également donc noté sur la plaque ici à gauche devant moi toute la famille Saint-Amarante, également le maréchal de Mouchy, qui était l'ancien gouverneur de Versailles, et derrière moi, les 16 carmélites de Compiègne, dialogue de Bernanos, la pièce de Francis Poulenc. Et Picpus est assez célèbre pour 2 raisons. En fait, le départ de Picpus n'a pas un côté américain du tout. C'est un cimetière révolutionnaire français. Donc ça, c'est la première partie de si je puis dire, de Picpus. Et par raccro, Picpus est devenu un monument américain. Pourquoi par raccro? Parce que la femme, l'épouse de Lafayette, était Noailles. Et Noailles, elle voulait être près de ses parents qui sont dans la fosse commune. Elle s'est fait enterrer là. Et plus tard, quand Lafayette est mort, elle a voulu se faire enterrer près de sa femme. Voilà à peu près l'histoire de Picpus. Et peu d'Américains qui ne sont pas venus à Paris, qui ne connaissent pas ce lieu, savent que c'est devant la tombe qu'a lieu chaque année, depuis cette époque, le 4 juillet, la fête nationale des États-Unis. Il y a une cérémonie, elle s'est déroulée cette année, où l'ambassadeur vient saluer la tombe et il y a une cérémonie
qui a lieu chaque année. Nous nous réunissons ici chaque année pour déployer un nouveau drapeau américain en signe de respect et de reconnaissance pour un officier français et comme symbole des liens qui unissent nos deux pays dans leur quête commune pour la paix, la prospérité et la justice dans le monde. Merci. Monsieur l'ambassadeur, je vous remercie du fond du cœur d'être ici. Et il se trouve que là aussi, peu d'Américains aujourd'hui savent et ne peuvent savoir que lorsque vous êtes entré dans la dernière guerre et que Pershing est arrivé un des premiers, puisqu'il allait être le chef de l'armée américaine combattant à côté de l'armée française, c'est là que Pershing, amené par le chef militaire français, c'est mon père était la liaison, le général de Chambrun faisait la liaison, donc mon père m'a raconté tout cela. C'est là où Pershing, amené en pèlerinage au moment où les troupes allaient traverser l'Atlantique, a dit « Lafayette, here we are », en anglais. Lafayette, nous voilà. Alors, il dort à Picpus sous de la terre qui a été amenée d'Amérique. C'est le seul point du globe terrestre où, nuit et jour, un drapeau américain a flotté. Ce drapeau a été posé 3 jours après la mort de Lafayette et est resté là. Et pendant toute l'occupation allemande, aucun Allemand n'a pénétré à Picpus. C'est un couvent. Pendant 4 années de guerre, aucun Allemand n'est entré dans la barrière, enfin dans le portail, n'a franchi le portail de Picpus. Alors, je m'appelle Marianne Bruno et je suis jardinier depuis peu pour l'hôpital Rothschild qui jouxte le cimetière. Moi, je savais que tout le monde à l'hôpital sait qu'il y a la tombe de Lafayette. Moi, je savais qu'il y avait des tombes de gens qui ont été décapités pendant la Révolution parce que j'ai lu un bouquin où il parlait de ce cimetière et de réunions qui se font une fois l'an pour des gens qui sont concernés, quoi. Parce que moi, je ne suis pas tellement concernée par les décapités de la Révolution. Ça a été transformé effectivement entre 1941 et 1944 en un hôpital-prison pour les Juifs parce qu'il y a eu un décret, je crois en 1940, du gouvernement français disant que les Juifs devaient, en cas de maladie, être hospitalisés à Rothschild obligatoirement, alors qu'avant l'hôpital Rothschild était un hôpital pour les Juifs, mais où il y avait à peu près 80% de Juifs, mais il y avait aussi des personnes non juifs. Donc là, il y avait une obligation pour les Juifs de Paris d'être hospitalisés. Et une fois qu'ils l'étaient, ils restaient coincés. Ils ne pouvaient plus sortir. Et ensuite, ils étaient donc amenés par convoi à Drancy à partir donc de 1941. Puis ils partaient sur Auschwitz-Birkenau.
Donc on a récemment, il y a 2 ans, marqué la mémoire et on s'est souvenu ici à l'hôpital Rothschild, on a fait une manifestation avec, vous verrez tout à l'heure, la position d'une plaque commémorative aux femmes, aux hommes, aux enfants, parfois très jeunes, puisque à cette occasion, on a été revoir le registre des admissions de l'époque, avec une écriture très appliquée, sur du papier jauni, où on voit Drancy, on voit les noms, prénoms, professions, et puis on voit qu'ils sont plus malades, puisqu'au départ, en 39-38, on voit les pathologies, pourquoi ils rentrent, et puis on voit qu'ils rentrent, il n'y a plus de pathologie, et ensuite on voit Drancy, surtout pendant fin 41, 42, 43. Voilà. Donc il était important de se souvenir, et ça a été un moment fort de l'hôpital. Cette période a été noire, mais également ça a été une période importante pour l'hôpital, parce qu'à côté de cette souffrance et de ces drames, il y a eu des actes de courage dans le contexte donc, et des actes héroïques, c'est-à-dire effectivement des fuites de malades protégés par le personnel, y compris par la morgue en disant que le malade était décédé, en réalité était ensuite donc caché effectivement dans le quartier et également par les religieuses. Donc il y a eu... Bon, je m'appelle Sylvie, je travaille sur les camions, en fait, sur les sites, et on distribue la nourriture aux gens dans la rue, donc ça on fait ça tous les mercredis. Je suis au Resto du Cœur depuis bientôt 5 ans. Donc toutes les semaines, je suis là sur le site de Nations, donc sur la place du Trône, pour donner à manger aux gens. Les gens viennent, on ne demande aucune carte d'identité, sans distinction de race, tout le monde vient et on donne à manger aux gens. Parce qu'il y a des gens qui n'avaient pas à manger, des familles entières, des enfants, qui se retrouvaient le soir devant un bol de soupe et rien d'autre. Donc de là est partie l'idée des restos, en fait, de donner gratuitement aux gens à manger. C'est vrai que c'est un peu ironique de retrouver ça ici, effectivement. Mais la misère, elle continue. Il y a 200 ans, elle était là. 200 ans plus tard, malheureusement, elle est toujours là. Et on espère qu'elle disparaîtra, mais bon, on est quand même relativement sceptique là-dessus. C'est vrai que c'est un peu ironique, effectivement, sur la place de la Nation, sur la place du Trône, de retrouver cette misère, de retrouver cette recherche, le pain quotidien qu'on vient donner aux gens, effectivement. Je veux dire, l'histoire se répète 200 ans plus tard. Mais si je reprends ce qu'il y a sur les frontons partout à peu près en France, depuis la Révolution, qui était vraiment une vraie révolution en 1789, c'est ces mots de liberté, égalité, de fraternité. Et ces mots de fraternité qui sont quelque chose qui est obligatoire, qui se fait partie normalement, qui ferait partie de la vie de chacun d'entre nous et qu'on a complètement oublié. Et d'ailleurs, si vous écoutez bien tous les discours politiques, on a supprimé le mot de fraternité pour le mot de solidarité. Parce que solidarité, c'est quelque chose, c'est si on veut bien, alors que fraternité, c'est obligatoire. Il y a le cimetière de Picpus. Je le connais mal. Ce cimetière-là, Picpus, non, je ne le connais pas. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Absolument pas. Non, je pense faire la recherche pour le travailler avec mes élèves, mais je ne l'ai pas fait encore. Pas du tout. Non, je suis née dans ce quartier, mais je ne connais pas du tout. Aucune idée.